Donc alors on continue donc avec Madame Dogmi qui va nous parler d'insuffisance cardiaque aiguë à propos d'un cas d'une myocardite. Merci Erwan. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette session sur l'insuffisance cardiaque qui est couplée à la Société européenne d'imagerie. Et donc là, je vais parler, ils m'ont demandé de parler d'un cas de myocardite en insuffisance cardiaque. En fait, je vais vous parler de 3 petits cas afin d'illustrer l'intérêt de l'IRM dans les myocardites. Alors le premier cas, c'est un patient, un parent d'une collègue au service, qui s'est présenté aux urgences pour une douleur thoracique. C'est un patient qui est âgé de 68 ans, qui a comme facteur de risque un tabagisme et un diabète et une hypertension. Il est suivi pour une bronchopneumopathie chronique obstructive qui est stabilisée sous traitement. Donc il vient aux urgences pour une dyspnée stade 2 et des épicastralgies. Il est rapidement vu en consultation. Tout de suite après, il devient orthopnéique. On demande un dextro qui est tout à fait normal. Sa fréquence, elle est correcte. Son état hémodynamique, il est stable. Et puis, il sature bien. Il a quelques râles crépitants au niveau des bases. Et son examen est vraiment sans particularité, de même que son électrocardiogramme. Donc, on le met sous traitement symptomatique, donc oméprazole pour ses épigastralgies. Et on demande une première troponine. Son électro ne semble pas inquiétant, il n'y avait pas de trouble de repolarisation. Et juste après, il commence à faire une toux quinteuse. On assiste à un OAP, un chatouillement laryngé, une tachypnée, une cyanose. Et puis, le malade se met en état de choc, tension imprenable, et il nous fait un arrêt cardio-circulatoire. Heureusement réanimé et récupération d'un rythme sinusal. Et voilà qu'est-ce qu'on a à l'électro. Donc on voit une abrasion de l'onde R avec les ondes T négatifs un petit peu partout, en antérieur étendu. Un autre électro qui nous montre des extrasystoles avec un bigéminisme. Donc on se dit qu'est-ce qui fait ce patient? Il vient, il fait un OAP, un état de choc, un arrêt cardiaque, des extrasystolies. Donc rapidement on fait un coup de sonde avec l'appareil des urgences. Vous comprenez que dans la précipitation, on n'a pas le temps de mettre des électrodes. Donc, et on voit que c'est un VG qui est hypokinétique, une hypokinésie globale, une akinésie du septum, une pointe quand même qui garde une bonne contraction. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'il fait. Et un strain, désolé pour la qualité de l'image, c'est surtout ce qu'on a remis au patient, c'est un strain qui est altéré. Donc, rapidement, salle de cathé, on fait une choro. Et là, vous devinez que c'est un réseau coronaire qui est tout à fait normal. Réseau coronaire gauche, la spider, donc une circonflexe et une IVA qui sont tout à fait normales. Sa coronaire droite, elle est indemne de lésion, même en distalité. Donc la troponine, on a quand même une élévation, mais pas très franche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ce patient? On va demander une IRM parce qu'on a pensé peut-être qu'il ferait une myocardite fulminante, compliquée d'état de choc et d'insuffisance cardiaque. Le malade n'a pas fait directement son IRM, il a attendu, c'était fin décembre, juste avant la fin de l'année. Donc, il n'a fait son IRM que 4 mois plus tard. Donc, vous imaginez bien qu'on passe vraiment à côté des signes inflammatoires, mais déjà, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Donc, vous avez sur une coupe petit axe, un VG quand même, c'est beaucoup mieux que l'écho qu'on avait trouvé au départ. En 2 cavités, il y a quand même une hypokinésie. Et sa fraction d'éjection à l'IRM, elle est estimée à 44%. Alors sur les séquences de perfusion, donc il n'y a pas de défaut de perfusion parce que son réseau coronaire il est tout à fait normal, il n'y a même pas d'atteinte microvasculaire. Donc voilà sa fraction d'éjection à 42% en IRM avec des volumes à 145 et 85 de télésystolique. Et les séquences de rehaussement tardif, on voit bien qu'il y a un rehaussement au niveau du septum interventriculaire, c'est le blanc qui apparaît au niveau de cette paroi. Donc là, en 4 cavités, on le retrouve aussi. Donc on se dit que c'est probablement une myocardite, donc, parce qu'on a un critère de Lacluise. On n'a pas l'œdème parce qu'il n'est pas venu à la phase aiguë. On le revoit bien après
Donc 10 mois après l'événement, donc la fraction d'éjection elle est à 44%. Il a récupéré quand même une contractilité. Bon, il reste hypo, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il avait avant, avec un strain qui s'est bien amélioré sous traitement d'insuffisance cardiaque. Donc fraction d'éjection à 44%, qui n'est pas loin de celle qu'on a trouvée à l'IRM. Alors, on a demandé toute une série de bilans parce qu'on pense surtout à l'étiologie virale. Donc, les sérologies de l'hépatite B et C sont négatives, l'HIV, TPH, AVDRL négatifs, enzymes de conversion dans l'arrière-pensée d'une sarcoïdose qui sont négatifs. Les ANCA, c'est les anticorps anticytoplasme polynucléaires, ils sont négatifs, on les cherche dans le Sjögren's-Strauss. Anti-DNA dans une maladie de système, ils sont négatifs, mais on a des sérologies du cytomégalovirus et Epstein-Barr qui sont positives. Donc, le diagnostic d'une myocardite virale chez lui a été retenu. Donc, à côté de ce cas, je vous présente un deuxième cas. Là, c'est une patiente de 46 ans qui a comme facteur de risque une hypertension artérielle depuis 3 ans sous amlodipine. Et il est suivi surtout pour un asthme d'apparition tardive il y a 4 ans, donc sous traitement. Et il a eu quand même une insuffisance rénale pour laquelle elle a fait une ponction, une biopsie qui n'a pas été concluante. Et il a une polypose nasale compliquée de sinusite, donc elle a été opérée pour sa polypose. Alors, elle a été admise au service dans un tableau de douleur thoracique avec une poussée d'insuffisance ventriculaire gauche. Donc, sur cet électro, vous avez un aspect QS qui est en entérosepto-apical. Donc, elle est admise à la salle de cathé. Et donc, vous voyez que sur le réseau coronaire droit et gauche, il n'y a pas de lésion coronaire, il n'y a pas de plaque d'athérome. Même en distalité, on voit que c'est un réseau qui est indemne. Donc, juste après, on fait une IRM cardiaque et vous voyez qu'il y a un épanchement pleural bilatéral, une hypokinésie, seule la collerette basale qui se contracte en 2 cavités et 4 cavités, avec une fraction d'éjection qui est altérée à 37%. Donc, le même constat en petit axe, donc il y a des troubles de la cinétique, un VG qui est hypokinétique. Et sur les séquences en sang noir, on voit qu'il y a un hypersignal, ce blanc au niveau de cette paroi, qui témoigne de la présence de l'inflammation. Donc c'est quelque chose d'œdémateux dans son myocarde. Les séquences de perfusion ne montrent pas de déficit net. Et là, on trouve un rehaussement qui est sous-endocardique en antérieur et en inférieur, et on se dit que c'est un infarctus. Comment ça se fait que sa coro est tout à fait normale? On revoit la coron, certes, il n'y a rien du tout. Donc en petit axe, on a le même aspect. Donc on a envie de dire que c'est un infarctus qui est viable, mais on n'a rien sur sa coro. On se penche sur son bilan inflammatoire, on voit qu'il y a un syndrome inflammatoire, il y a une hyperéosinophilie, une hyperleucocytose avec hyperéosinophilie. Elle a une atteinte rénale. On a fait les sérologies qui sont revenues négatives, les ANCA négatifs, et la biopsie de la muqueuse nasale, il y a un chorion œdémato-inflammatoire avec un infiltrat essentiellement riche en éosinophiles. Donc on a fait ces bilans en concertation avec les internistes. Une TDM thoracique a montré un syndrome interstitiel avec un aspect en verre dépoli au niveau du lobe supérieur. Et donc, le diagnostic d'une vascularite de Sjögren's-Strauss a été retenu chez cette dame, vu qu'elle a un asthme, polypose et surtout l'hyperéosinophilie. Elle a 2 atteintes viscérales en dehors des poumons, le cœur et le rein. Donc, nous avons démarré le traitement immunosuppresseur, corticothérapie, endoxant, vu qu'on est à la phase aiguë, il y a toujours des signes inflammatoires. On la revoit après, 11 mois après pour contrôle. Il y a une amélioration de son strain et sa fraction d'éjection, elle est à 44%. Donc vous voyez que ces 2 tableaux de myocardite, donc les étiologies sont différentes. L'une c'est une myocardite virale et là c'est un Sjögren's-Strauss. C'est pour ça que j'insiste que si vous trouvez une myocardite, c'est bien qu'on trouve le diagnostic, mais il faut trouver le diagnostic étiologique. Je termine par un dernier cas. C'est un jeune patient de 26 ans, lui aussi qui est admis pour troubles du rythme, poussée d'IVG, et il a des troubles de conduction sur son électro. Alors, je n'ai pas d'image écho, mais sur son IRM, on a un aspect hypertrophié, un VG qui est hypo, avec de la stase et un épanchement péricardique. Donc, on fait les séquences de perfusion. Il n'y a pas de défect de perfusion, ce n'est pas une atteinte vasculaire, avec une altération de sa contractilité intrinsèque, pratiquement au niveau de toutes les parois. Donc, on a quand même une cardiomyopathie hypertrophique infiltrative, avec un hypersignal à ce niveau-là.
Donc il y a de l'œdème, un infiltrat. Et quand on fait les séquences de rehaussement après injection de gadolinium, on voit que c'est vraiment des plages très diffuses de prise de contraste. Donc on se dit, qu'est-ce qu'il a ce malade? Il a un dépôt de quelque chose au niveau de son myocarde. Donc voilà, il y a sur toutes les parois pratiquement antérieures, inférieures. Et donc là, on concerte avec les internistes, là encore. On fait un scanner, une bronchoscopie et des biopsies qui reviennent en faveur d'une sarcoïdose. Donc voilà 3 cas de figure de myocardite aiguë. Donc il faut avoir à l'esprit de rechercher ces étiologies. Donc je termine par dire que la myocardite fulminante, elle a une fréquence qui est sous-estimée, que les étiologies sont très diversifiées, qu'en fait parfois quand on a des troubles pareils avec un état de choc, une myocardite fulminante, on est tenté de faire une biopsie pour arriver au diagnostic, mais là avec l'IRM on peut confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels, et parce que l'IRM elle nous permet de stratifier le pronostic et surtout de guider la thérapeutique. Tant que les malades sont en état inflammatoire, on peut mettre ces malades généralement sous corticothérapie ou immunosuppresseurs et suivre leur évolution. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Pour la sarcoïdose, l'aspect du rehaussement tardif vous paraît évocateur, ou est-ce que c'est par élimination que vous faites le diagnostic de sarcoïdose? Pas vraiment, parce qu'on avait vraiment douté sur ça et c'est vraiment les autres explorations qui nous ont aidés à arriver à ce diagnostic. En fait, on n'avait jamais vu un rehaussement assez important, assez diffus au niveau du myocarde. Généralement, c'est nodulaire parce que c'est des granulomes qui se déposent également au niveau du myocarde. Donc l'IRM ne vous permet pas de distinguer une myocardite X d'une sarcoïdose? Ça peut aider, mais moi je trouve que c'est une prise en charge plutôt interdisciplinaire pour arriver vraiment au diagnostic. Ça peut nous aider, mais on ne va jamais confirmer avec certitude que c'est une atteinte sarcoïdosique. Des questions? Et quand vous avez un patient, du coup je continue puisqu'il n'y a pas de questions là, mais quand vous avez un patient, là c'était pas le cas, mais où il y a un rehaussement tardif qui peut être à la fois sous-endocardique et sous-épicardique ou médio-ventriculaire, il y a eu des cas où vous aviez un rehaussement tardif qui était assez médio-ventriculaire. Oui. Comment vous faites s'il y a du sous-endocardique et du sous-épicardique ou du médio-ventriculaire? Quand il y a vraiment les deux, on penche parce que sous-endocardie, ça sous-entend un infarctus du myocarde, une atteinte coronaire. Mais quand il n'y a pas de défaut de perfusion associé ou autre, on se penche plutôt pour une recherche d'une cause myocardique, pas une atteinte vasculaire. Les myocardites, généralement, c'est un rehaussement qui est sous-épicardique, parfois intramyocardique. Par exemple, le tropisme de l'herpès virus, c'est au niveau du septum en intramyocardique. Pour les autres virus habituels, c'est sous-épicardique. Et les infarctus, généralement, c'est sous-endo. Mais quand on trouve que ce n'est pas systématisé, on retient plus l'étiologie, le diagnostic de myocardite. Merci pour cet excellent exposé. Moi, je voulais simplement vous demander, est-ce que c'est obligatoire de faire une coronarographie pour éliminer une cardiopathie ischémique à ces malades? Ou on peut se contenter d'une IRM? En fait, c'est très difficile de trancher. Quand on reçoit un malade avec des troponines élevées, des modifications électriques, je pense qu'on est plus tenté de faire une coron en premier parce qu'on a vraiment peur de passer à côté d'un syndrome coronarien aigu ou d'une occlusion coronaire parce qu'on va agir en même temps. S'il n'y a pas vraiment une forte présomption, mais vraiment pour le second cas, c'était une malade avec douleur thoracique, avec modification électrique, élévation des troponines, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va pas lui faire une coro d'emblée. Le troisième cas, on n'a pas fait de coro chez lui. Ma question, c'est chez un patient qui fait une myocardite et qui est mis sous traitement de l'insuffisance cardiaque suite à une dysfonction VG. Est-ce qu'après, lorsqu'on récupère une fonction VG correcte, il faut continuer à mettre le traitement d'insuffisance cardiaque ou il faut arrêter ou comment faire?
Je pense que s'il récupère une fonction tout à fait normale, on pourra arrêter. Et s'il garde quelques foyers de fibrose au niveau myocardique, on pourra maintenir les bêta-bloquants avec une surveillance, voir l'évolution de ce rehaussement, parce qu'elle peut disparaître avec le temps, comme il y a certains patients qui le gardent. Et comme vous le savez, il y a 10% des malades qui font des myocardites qui peuvent évoluer vers la cardiomyopathie dilatée. Donc l'IRM peut aider à l'adaptation thérapeutique. Okay. Des questions? Si pas de questions, peut-être qu'on peut clore la session. Tu fais la conclusion alors? Donc merci à tous les intervenants, merci à l'assistance d'avoir été présent parmi nous pour cette session sur l'insuffisance cardiaque qui, rappelons-le, a démarré par une lecture assez exhaustive des recommandations sur l'évaluation des pressions de remplissage. Et j'espère que vous avez tous pris note de la nouvelle méthodologie d'évaluation des pressions de remplissage et que dès votre retour au cabinet ou en secteur hospitalier, vous allez pouvoir vous atteler donc à modifier un petit peu votre manière de faire. Merci Erwan encore une fois pour tes éclaircissements. Les cas cliniques qui ont été présentés sont assez démonstratifs. Vous avez pu voir un cas d'insuffisance mitrale fonctionnelle et vous avez pu voir quelle est la difficulté, non pas pour la quantification, mais plutôt pour la prise en charge de ce genre de patients. Donc le débat est resté ouvert, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de proposer aux patients une attitude thérapeutique. Donc c'est vraiment des casse-têtes et cela ne peut passer que par un staff multidisciplinaire. Enfin, Dr Dormé vous a montré 3 jolis cas de myocardite avec des étiologies différentes. Pensez à ce diagnostic, il n'est pas si rare que ça, et pensez surtout à faire une recherche étiologique. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'il y a un repas qui vous attend. Bon appétit.